Livre EMAM, Mondes arabes et musulmans. Je suis Thomas Pierret, chercheur à l'IREMAM, Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans, qui est un laboratoire du CNRS. Livre EMAM est un cycle d'entretien organisé par l'IREMAM avec les auteurs d'ouvrages académiques récents sur les mondes arabes et musulmans. Le 21 octobre dernier, l'armée israélienne annonçait qu'elle considérait désormais la branche étudiante du FPLP, Front populaire de libération de la Palestine, dans les territoires palestiniens occupés, comme, je cite, une organisation illégale et terroriste. Elle l'accuse notamment de recruter des jeunes afin de commettre des actes de terrorisme. Cette décision a été qualifiée de dangereuse par le ministre du Développement social de l'autorité palestinienne, Ahmed Majdalani, qui décrit pour sa part la branche étudiante du FPLP comme une organisation non armée. FPLP est un sigle qui ne dit peut-être pas grand-chose ou plus grand-chose aux plus jeunes de nos auditeurs, mais c'est un groupe qui, jusque dans les années 1970, a joué un rôle considérable au sein du mouvement national palestinien. Pour évoquer la trajectoire de cette organisation, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Francesco Saverio Leopardi, chercheur à l'université Ca' Foscari de Venise et enseignant à l'université de Bologne. Notre invité vient de publier chez Palgrave Macmillan un livre intitulé « The Palestinian Left and its Decline, Loyal Opposition », c'est-à-dire la gauche palestinienne et son déclin, une opposition loyale. Dans cet ouvrage, l'auteur étudie plus spécifiquement le déclin du FPLP depuis son départ de Beyrouth suite à l'invasion israélienne de 1982. Saverio Leopardi, bonjour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le déclin du FPLP depuis les années 1980, pourriez-vous nous rappeler succinctement la trajectoire de cette organisation durant la période antérieure, c'est-à-dire quelle est son origine, son idéologie et quelle fut son influence au sein du mouvement national palestinien à l'apogée de cette trajectoire? Bonjour à tous, merci d'être là. Ça m'a fait beaucoup de plaisir de pouvoir parler de ma recherche à l'IREMAM. Alors, le FPLP est un mouvement marxiste-léniniste qui a été fondé en 1967 par Georges Habash, qui était un médecin palestinien qui avait été déjà très actif politiquement au Liban, où il avait créé un autre mouvement transnational, il s'appelait le Mouvement des nationalistes arabes. Le FPLP devient, après sa création, la deuxième faction palestinienne par importance après le Fatah, l'organisation créée par Yasser Arafat dans les années 50. Et il adopte le marxisme-léninisme pour se distinguer soit de ses compétiteurs à la gauche, à l'intérieur du mouvement national palestinien, soit à sa droite. Donc, par exemple, si le Fatah de Yasser Arafat adopte un nationalisme généraliste dont l'objectif c'est de créer un État démocratique dans les territoires de la Palestine mandataire, le FPLP veut en fait créer un État pan-arabe dans tout le Levant arabe qui soit décliné envers le socialisme, donc un État pan-arabe mais socialiste. Donc, l'une des contributions les plus importantes en termes d'idéologie du FPLP au débat à l'intérieur du mouvement national palestinien, c'est celui de présenter la lutte des Palestiniens comme une lutte qui peut se rallier aux luttes de tous les mouvements de libération nationale dans le tiers-monde. Donc, c'est pour ça que le FPLP voit sa lutte pas seulement comme une lutte nationale, mais aussi comme une révolution qui doit aboutir à une révolution sociale et socialiste, pas seulement en Palestine, mais aussi dans tous les États de la région. C'est pour ça que l'FPLP devient célèbre grâce à ses opérations extérieures. Les plus célèbres sont celles de détournement d'avions qui sont effectuées par, peut-être quelqu'un d'entre vous se rappelle de Leila Khaled, cette femme militante du FPLP qui conduit des détournements d'avions un peu partout dans le monde. Et aussi, le FPLP appelle à renverser le régime dit réactionnaire. En premier lieu, le régime jordanien. Et ça, évidemment,
causera beaucoup de tensions avec le régime hachémite de Jordanie, où la plupart du mouvement national palestinien se trouvait à la fin des années 60. Tensions qui vont aboutir, après les détournements d'avions sur le Dawson Fields, près de la ville de Zarq en Jordanie, à ce qui est passé à l'histoire comme Septembre noir. Donc, la décision du régime hachémite d'en finir avec la présence armée palestinienne en Jordanie et une véritable guerre civile entre le bande armée palestinienne et l'armée régulière jordanienne. Après ça, l'OLP se déplace au Liban et l'FPLP, avec les autres factions, contribue à créer ce qu'on peut appeler un véritable État dans l'État. Donc, grâce au soutien politique et financier grandissant que les Palestiniens commencent à recevoir, soit des autres pays arabes, soit de l'Union soviétique, par exemple, l'OLP commence à créer une série d'institutions économiques, sociales au Liban. Et la leadership de l'OLP commence aussi à chercher à poursuivre une voie diplomatique pour atteindre ces objectifs. Chose qui va créer des divisions au sein du mouvement national palestinien, en particulier chez le FPLP qui a toujours représenté l'option radicale et maximaliste qui refuse tout compromis pour ce qui concerne la cause palestinienne. Les tensions vont aboutir à un point très haut en 1974, qui est soit l'année où l'OLP attend la reconnaissance internationale. La Ligue arabe, les Nations unies, l'Union soviétique reconnaissent l'OLP comme le seul représentant légitime du peuple palestinien, mais en même temps, l'OLP aussi adopte un programme provisoire où, pour la première fois, il accepte à créer une autorité nationale autonome dans tout territoire libéré. Quelque chose qui, pour l'FPLP, représente accepter des solutions réductionnistes ou, comme les nationalistes arabes le disaient, une solution régionaliste que l'FPLP ne peut pas accepter. Donc, cette division mènera l'FPLP à congeler sa présence, sa membership dans le comité exécutif de l'OLP, mais les divisions vont être aussi, d'une certaine façon, guéries, alors que la guerre civile libanaise éclate en 1975. Quand, encore une fois, on a un FPLP qui veut participer directement à la lutte du mouvement national libanais, qui veut en finir avec les confessionnalismes, alors que le Fatah voulait en fait seulement défendre la présence palestinienne armée au Liban. Mais comme les Palestiniens sont de plus en plus menacés par les forces de la droite libanaise, ça devient la base pour aller au-delà des divisions de 1974. Cette situation va perdurer jusqu'à 1982 avec la deuxième invasion israélienne du Liban et la fin du État sanctuaire palestinien au Liban à la fin de l'été de 1982. Merci Saverio. Avant qu'on passe à l'après 1982, juste une rapide précision. Le sigle FPLP, il est également utilisé par d'autres organisations qui lui accolent une précision, je pense en particulier au FPLP Commandement Général. Votre ouvrage concerne bien le FPLP, on pourrait dire le canal historique, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, ce que je n'ai pas mentionné, c'est l'histoire de division à l'intérieur du FPLP. En fait, le FPLP avait créé comme la branche palestinienne du mouvement des nationalistes arabes, mais aussi comme l'union de différentes factions. Par exemple, en 68, vous avez mentionné le FPLP Commandement Général. Ça, c'est le résultat de la défection de Ahmed Jibril, qui avait été actif dans le cadre du Front de libération palestinien avant de rejoindre le FPLP, qui décide de se détacher du FPLP en 68 pour retenir le contrôle sur son infrastructure militaire et aussi parce qu'ils n'étaient pas intéressés vraiment au débat idéologique et aussi car ils reçoivent le soutien syrien. Mais la division la plus importante, ce sera celle du Front démocratique
de libération de la Palestine en 1969, une division dont les raisons sont personnelles et idéologiques. Donc, le Front démocratique est créé par Naïef Hawatmeh, c'est le leader jordanien du FPLP, plus jeune qu'Habash, qui en fait ne tolère pas trop bien l'autoritarisme de Habash et conteste l'hésitation, surtout au champ militaire, de la leadership du FPLP. Et c'est pour ça qu'en 1969, la tendance de gauche à l'intérieur du FPLP va se détacher avec l'aide du Fatah et créera le Front démocratique pour la libération de la Palestine. J'espère que ça sera un peu plus clair. Merci pour la précision. Bon, on en vient maintenant aux années 1980 et aux décennies suivantes. Ce que vous décrivez dans le livre, ben, c'est une longue trajectoire d'affaiblissement du FPLP. Est-ce que vous pourriez présenter les principaux jalons de cette trajectoire au cours des dernières décennies? Oui, alors ce qu'il faut retenir de ce qui s'est passé après 82, c'est que pour le FPLP, une phase de crise en capacité de représenter une alternative face à la leadership du ELP commence à être de plus en plus grave. Donc, le milieu des années 80 sont une période euh, de division au sein du mouvement palestinien, car Yasser Arafat veut parcourir la voie diplomatique avec davantage de force. Il veut se rapprocher aux Américains et au régime philo-américain dans la région. Et ça va provoquer des divisions à l'intérieur de l'ELP et même à l'intérieur du Fatah. Donc, ces années sont marquées par des conflits même armés à l'intérieur de Fatah, la nécessité de Palestiniens de se défendre d'attaques extérieures, notamment celui des clients de la Syrie au Liban, notamment le mouvement Amal chiite au Liban. Et donc, si d'un côté Arafat n'arrivera pas à commencer en dialogue avec Israël et avec les Américains, de l'autre côté, la gauche palestinienne n'arrivera pas à créer une alternative. Donc, cette impasse va terminer en 87 avec le début de la première intifada, qui déplace les centres de l'activité politique du mouvement national palestinien de l'exil, donc de la diaspora, à l'intérieur. Et ça va présenter aussi des possibilités pour une faction comme le FPLP, qui était très présent dans les territoires occupés, qui a contribué beaucoup à mobiliser les masses palestiniennes avec la création d'associations, de syndicats, d'unions professionnelles, et où l'équilibre des forces palestiniennes est quelque peu différent. Et le FPLP se trouve un peu plus proche du Fatah que ne l'était en fait en exil. Donc, le FPLP, comme les autres factions, vont reconsidérer leur option et vont soutenir avec davantage de force une solution diplomatique. Et pour le FPLP, ça veut dire organiser une conférence internationale avec la participation soit de l'Union soviétique, soit des Américains. Mais le FPLP sera choqué, comme tous les restes du mouvement national palestinien, par les négociations secrètes qu'Arafat a conduit à Oslo avec des représentants de l'État d'Israël. Et donc, en septembre 1993, les accords d'Oslo sont annoncés. Et dans la phase successive, évidemment, le FPLP rejette ce type d'accord et cherche à se rallier avec l'opposition islamiste qui est de plus en plus importante. Hamas fait son apparition au début de la première intifada et dans les années 90 devient une véritable force d'opposition contre-hégémonique au Fatah. Et dans cette décennie, le FPLP aussi cherche à créer une alternative à l'action politique traditionnelle en soutenant le mouvement des organisations non gouvernementales, les ONG. Beaucoup, et ça sera d'un côté une démonstration de l'expérience et l'efficacité de la militance de la gauche palestinienne dans les territoires occupés, mais en même temps aussi en signe de sa faiblesse. En fait, beaucoup des militants de gauche vont quitter les factions traditionnelles, dont le FPLP, pour rejoindre les ONG. Mais en faisant ça, ils vont accepter
les règles du jeu imposées par ces ONG, c'est-à-dire les conditions que le donneur impose aux ONG pour continuer leurs activités. Et donc, en refus de toute politisation, euh, travailler sur la base des projets et donc pas fonctionner comme des entités politiques qui puissent mobiliser le public palestinien. Euh, donc, même s'il est encore assez important, l'FPP continue à s'affaiblir et ça sera clair avec le début de la deuxième intifada. Alors qu'avec cette guerre asymétrique entre Israël et les bandes armées palestiniens, on peut assister à une polarisation du champ politique palestinien. D'un côté, les Hamas qui va imposer aussi sa stratégie militaire, et de l'autre côté, les forces liées à l'autorité nationale palestinienne et au Fatah, les brigades de martyrs de Al-Aqsa, par exemple. Et l'FPP commence à jouer un rôle de médiateur qui est tout à fait ignoré par les deux pôles principaux du mouvement national palestinien. Et cette situation va continuer même dans la phase successive. Et on y arrive donc à cette phase suivante. Vous écrivez dans le livre que les années 2006-2007 marquent ce que vous décrivez comme une étape finale dans le déclin du FPLP. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous affirmez ça? Oui, alors tout d'abord, il faut dire que ce qui se passe en 2006 et 2007, après la fin de la deuxième intifada, il y a des élections chez l'autorité nationale palestinienne. Le Hamas accepte de participer, mais et il arrive à remporter les élections d'une façon très, très choquante pour le Fatah et pour la communauté internationale, qui commence à boycotter le gouvernement formé après cette victoire aux élections législatives. Euh, le Hamas, en cherchant de prévenir un coup d'État par le Fatah, va organiser son propre coup d'État à la bande de Gaza et donc expulser tous les militants du Fatah de la bande de Gaza et prendre le contrôle de cette enclave. Et on aboutit donc à la situation d'aujourd'hui où on a une bande de Gaza dominée par les Hamas et la Cisjordanie dominée par le Fatah. En ce contexte, le FPP continue à chercher à jouer un rôle de médiateur, donc il cherche à trouver un point en commun entre les deux pôles qui ne sont tout à fait pas intéressés à trouver une médiation. Ils se regardent comme mutuellement exclusifs, donc comme deux rivales qui ne sont prêts à renoncer à leur hégémonie totale sur le mouvement national palestinien. Et en cette situation, le FPLP bascule entre l'appui au motif de Hamas, donc l'opposition à Oslo, l'opposition à la corruption de l'ANP, par exemple, mais aussi, par d'autre côté, va soutenir l'ANP, par exemple, contre la décision d'Hamas d'utiliser un conflit armé pour prendre le contrôle de la bande de Gaza. En cette situation, le soutien du OFPP va toujours se réduire de plus en plus. Il est présent dans le mouvement des étudiants, mais aussi dans ces contextes-là, son soutien va se réduire. Par exemple, chez l'université de Birzeit, qui était l'une des universités considérées plus à gauche du territoire occupé, la tendance islamiste va gagner de plus en plus de soutien et va dépasser le soutien dont faisait bénéfice les FPLP. Et donc, on arrive à cette situation d'aujourd'hui où, en fait, malgré les efforts, les FPLP reste minoritaire et pas très influent dans les contextes politiques palestiniens. Bien, merci. Et justement, on parlait de cette branche étudiante, enfin, vous en parliez, et puis je l'avais évoqué un peu plus tôt en introduction de cet entretien. Cette récente décision de l'armée israélienne donc, de considérer la branche étudiante du FPLP comme une organisation terroriste, comment est-ce que vous l'analysez? Est-ce qu'il faut l'allier à un regain d'activité de cette branche étudiante ou à un changement de contexte? Alors, ce type de décision et d'action israélienne, en fait, sont liées soit à des motifs traditionnels de son comportement envers l'activisme palestinien, soit à des calculs liés à l'actualité.
Israël a toujours cherché à prévenir la formation de noyaux alternatifs au sein du mouvement national palestinien qui pouvaient renouveler la mobilisation politique. Ça a été le cas, par exemple, avant la deuxième intifada et dans ces premières années, quand Israël a décidé d'assassiner le secrétaire général du FPLP, Abou Ali Mustafa, en 2001, par son rôle, à cause de son rôle dans le contexte politique palestinien. Il était un leader charismatique, très capable du point de vue militaire, qui donc posait, même si le FPLP était une force minoritaire, représentait quand même un modèle alternatif dans le contexte politique palestinien. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut-être a guidé les Israéliens dans cette décision de désigner comme terroriste la branche estudiantine du FPLP. Et aussi, il faut lier cette action au dernier développement. Donc, on sait que les Émirats arabes unis et Israël ont commencé à normaliser les rapports après le traité de paix signé, les accords d'Abraham, et que déjà l'autorité nationale palestinienne, après des protestations initiales, a décidé de retourner à des relations normales avec Israël. Et donc, en ce contexte, tout mouvement alternatif d'opposition pourrait menacer le retour au status quo. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, tout noyau, comme je l'ai dit, d'action politique alternative qui pouvait, même si de façon très limitée, contribuer à une nouvelle mobilisation politique, doit être, évidemment, selon la perspective d'Israël, arrêté avant de débuter. Bien, merci. Alors, maintenant, je voudrais qu'on en vienne à la signification ou l'impact un peu plus global du processus de déclin que vous étudiez dans ce livre. Et je voudrais que vous expliquiez pourquoi vous considérez que le déclin du FPLP et de la gauche palestinienne en général est un paramètre important pour comprendre la crise de leadership que connaît actuellement le mouvement national palestinien. Alors, comme je disais au début, l'FPLP est la principale faction de la gauche palestinienne, a été la principale faction de la gauche palestinienne, et a toujours représenté une alternative qui s'occupait de certaines questions sociales. Donc, la mobilisation des travailleurs, la question aussi de lier la question nationale à la question sociale, donc à une vision révolutionnaire plus large. Aujourd'hui, on voit que le camp politique palestinien est polarisé encore, mais dominé par deux options qui sont en même temps les deux conservatrices. Donc, d'un côté, on a Hamas qui est marqué par son conservatisme un peu plus religieux. De l'autre côté, Fatah qui continue à chercher à dominer la réalité politique de Cisjordanie avec une option autoritaire mais séculaire. En ce contexte-là, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative qui revient à considérer certaines des questions historiquement plus importantes pour le mouvement national palestinien, comme par exemple la question des réfugiés palestiniens, quel sera leur rôle et leur futur dans le contexte du mouvement. Les questions sociales sont tout à fait négligées. Par exemple, la question de la mobilisation des femmes et de la condition de la femme. Quelque chose qui c'était, au début de son action politique, très important pour les FPLP. Et donc, dans ce contexte, on voit qu'il manque une véritable plateforme contre-hégémonique qui puisse décliner ces questions les plus importantes d'une façon alternative. Quelle est la solution de long terme? On veut encore croire en solution à des États où il y a d'autres possibilités qui méritent d'être considérées. La libération et l'émancipation nationale est strictement liée à l'idée de créer un État où on a d'autres façons d'atteindre ce type d'objectif. Et donc, comme la gauche palestinienne, le FPLP, devrait donner vie à cette alternative, le manque de ce type d'action de la part de la FPLP
contribue à, comment dire, à quitter la légitimité de la leadership traditionnel palestinien, soit en Cisjordanie, soit dans le territoire occupé que dans la diaspora. Bien. Alors, votre livre, dans votre livre, vous ne vous contentez pas d'observer et de raconter ce déclin du FPLP, mais vous voulez aussi expliquer ses raisons profondes. Et donc, quelles sont-elles ces raisons selon vous et en quoi votre analyse se distingue éventuellement de celles qui ont pu être proposées par le passé? Quand j'ai commencé la recherche derrière ce livre, il y a 10 ans, j'ai remarqué qu'en fait, la plupart des études sur le mouvement national palestinien ne s'occupaient d'une façon spécialisée du FPLP. Donc, il manquait une perspective du point de vue du FPLP. Et aussi, la plupart de ce type d'études selon moi, ne s'occuper suffisamment des raisons derrière ce déclin. Et il cite pour la plupart de raisons qui sont assez connues et sont en fait assez de clichés selon moi. Donc, par exemple, le déclin du socialisme réel ou la croissance de la tendance islamiste un peu partout dans le monde arabe. Bien évidemment, ces événements, ces facteurs sont très importants, mais selon moi, il n'était pas le seul. Et donc, pour avoir une vision un peu plus complète, il fallait aussi analyser l'action politique du FPLP, l'ensemble de ses positions, de ses stratégies, de sa narrative, en fait, de sa propagande. Et c'est en faisant ça que j'ai en fait remarqué des dynamiques qui ont contribué au déclin du FPLP, car l'FPLP n'a plus été capable de proposer une ligne politique crédible autour de laquelle gagner du consensus. L'FPLP, la dynamique principale que je décris s'appelle dilemme de l'opposition-intégration. Cela veut dire que l'FPLP a toujours vécu un dilemme entre la nécessité de représenter l'opposition principale au Fatah, tout en maintenant son intégration à l'OLP. Car l'OLP, c'était sa plateforme principale des soutiens économiques, des soutiens politiques, et car il représentait une plateforme autour de laquelle toutes les factions politiques se rencontraient autour de principes fondamentaux, comme l'autonomie de l'action politique palestinienne. Après 1982, ce dilemme va éclater car la FPLP n'est plus capable de jouer ce rôle d'option révolutionnaire. Il l'avait fait en Jordanie avec les appels au renversement du régime hachémite. Il l'avait fait au Liban en participant à la lutte du mouvement national libanais. Mais après 1982, ça, c'est plus possible. Et donc, en ayant du mal à créer cette alternative, le FPLP va basculer entre ses nécessités d'être une opposition, mais tout en préservant un certain degré d'unité palestinien. Cet basculement donnera lieu à ce que j'appelais des fluctuations politiques qui vont évidemment rendre la proposition politique du FPLP pas crédible aux yeux des masses palestiniennes. Et ces dilemmes de l'opposition-intégration vont en fait être influencés aussi par d'autres dynamiques, comme les divisions à l'intérieur de la gauche, les divisions à l'intérieur du FPLP et les rapports avec les États arabes, par exemple, et les islamistes aussi, et vont rendre ces basculements, ces fluctuations encore plus graves et évidemment aussi plus grave la crise de légitimité et de crédibilité de l'option politique représentée par la FPLP. Bien, merci. Est-ce que pour poursuivre, vous pourriez nous dire un mot des sources que vous avez utilisées pour réaliser cet ouvrage et de la manière dont vous les avez appréhendées? Oui, bon, comme il s'agit d'un travail d'histoire, j'ai commencé de la façon la plus classique qu'on peut imaginer, avec des sources écrites, en particulier les documents officiels du FPLP que j'ai récoltés à la librairie du Institut d'études palestiniennes de Beyrouth. En particulier, je me suis occupé du magazine Al-Hadaf qui représentait l'organe officiel du FPLP. Et évidemment, il y avait un risque
en s'appuyant de cette façon très importante sur de publications de documents officiels d'un parti. C'était celui en fait, de devenir un chambre écho de la propagande du FPLP. Pour faire ça, j'ai adopté une méthodologie de lecture qu'on peut définir diachronique et synchronique. D'un côté, je lisais les documents du FPLP de façon diachronique au long d'une certaine période pour voir comment les positions et le langage du FPLP s'évoluaient. Mais à côté de ça, j'ai fait une lecture synchronique d'autres sources primaires, comme par exemple les sources issues d'autres factions palestiniennes ou en fait de tout acteur important pour les événements que j'ai décidé d'adresser. Et aussi la lecture de la littérature générale. Ça m'a permis en fait de maintenir un certain contrôle sur cette propagande du FPLP et aussi d'identifier les incohérences, les changements de position au long de l'histoire. Et aussi, quand je remarquais des manques dans la littérature officielle du FPLP, j'ai eu la possibilité de faire des interviews avec des militants du FPLP et d'autres factions politiques qui m'ont permis de en fait, obtenir des opinions par ceux qui ont participé directement à certains événements que je considérais importants. Bien. Alors, maintenant qu'on entre un peu dans le dernier volet de cet entretien, je voudrais qu'on fasse un zoom sur certains points un peu spécifiques, et notamment la nature et l'évolution des relations entre le FPLP et ses partenaires étatiques. Je pense ici en particulier à l'Union soviétique jusqu'à la fin de la guerre froide et à la Syrie de la famille Assad jusqu'à aujourd'hui. Alors, le rapport du FPLP avec ce partenaire n'a pas été toujours très facile. Le FPLP est né comme une faction, en fait, liée au marxisme international, pas à l'orthodoxie soviétique. Et par exemple, l'une des différences les plus importantes, c'était l'adoption par le FPLP de certaines des théories maoïstes, d'analyse, par exemple, du monde politique de classe. Et en fait, une autre différence importante avec les soviétiques, c'était l'appui soviétique pour une solution diplomatique du conflit israélo-arabe et la reconnaissance que l'Union soviétique avait fait d'Israël en 1948. Et donc, Moscou a toujours regardé les factions comme l'FPP comme des factions aventuristes qui n'étaient pas capables de mettre en pratique l'orthodoxie marxiste. Pour la Syrie, le discours est semblable, car en fait, au début, l'FPP considérait les régimes nationalistes comme deux partenaires, mais qui finalement étaient aussi des adversaires, car ils étaient définis comme des régimes bourgeois, et donc qui ne soutenaient pas la vision de révolution totale du FPLP. Bien évidemment, donc, les rapports avec ce type de partenaires étatiques sont dictés par les nécessités de chaque situation, de différentes périodes, mais aussi par cette dimension tactique de leur relation. Donc, avec la Syrie, l'FPP a commencé d'un côté, au début, les relations étaient très négatives. Habash a été même arrêté par le régime syrien. La Syrie avait envahi en 1976 le Liban directement contre l'action militaire de Palestiniens. Donc, alors que la Syrie commence à se repositionner, après la première invasion israélienne du Liban en 1978, et en même temps, à l'intérieur du FPP, une tendance philo-syrienne se développe, le FPP et la Syrie commencent à se rapprocher. Se rapprocher car la Syrie représente la seule option, en particulier après 1982, de refus total de toute solution diplomatique avec Israël. Bien évidemment, ça va changer et il y aura beaucoup de contradictions, même dans la position syrienne dans le futur. Aujourd'hui, la FPP
a adopté et continue à adopter la position qui était celle de la période de la guerre au terreur lancée par les États-Unis après septembre 2001, où la Syrie, avec l'Iran et avec les Hezbollah libanais, représentait cet axe de la résistance. L'FPP est toujours aligné sur ses positions, même après le début de la guerre civile syrienne en 2011. Et ça reflète aussi l'incapacité du FPP de sortir de ces perspectives développées pendant la guerre froide, où d'un côté, on a un impérialisme guidé par les États-Unis et par ses agents principaux comme Israël, et de l'autre côté, n'importe qui représente la résistance, même si c'est une résistance hégémonique qui va hégémoniser la région ou une résistance tout à fait islamiste. Et donc, toujours aujourd'hui, même aussi par des nécessités concrètes, donc le fait que beaucoup d'activistes du FPP ont leur base à Damas et aussi par les soutiens que l'Iran apparemment donne au FPP, même si de façon assez limitée. Donc, le FPP continue à adopter cette position de soutien à cette soi-disant axe de la résistance. Bien. Et maintenant, un autre protagoniste avec lequel le FPLP a entretenu des relations contradictoires et ambiguës, hein, vous venez de le mentionner, ce sont les factions islamistes, donc le Hamas et le djihad, où on a une contradiction puisque le FPLP, comme vous l'avez expliqué, est proche du Fatah pour des raisons historiques et institutionnelles, et en même temps partage une partie de la lecture que les islamistes font des accords d'Oslo. Est-ce que vous pouvez illustrer comment cette contradiction s'est manifestée? Et, bien, cette contradiction, en fait, s'est manifestée tout d'abord avec les premières tentatives d'alliance entre le Hamas et l'FPP suite aux accords d'Oslo, alors que les deux mouvements s'opposaient à la création de l'autorité nationale palestinienne et aux accords de paix avec Israël. Euh, il y a bien évidemment des différences idéologiques. Le FPLP, évidemment, refuse la vision religieuse du Hamas, qui croit dans la nécessité de réislamiser l'action politique palestinienne. Mais le facteur le plus important qui en fait représente une contradiction dans cette relation, c'est justement le rôle du LP. Pour les Hamas, l'OLP, c'est les rivales, c'est les mouvements, la plateforme hégémonique traditionnelle qui a amené le mouvement national palestinien envers l'échec d'Oslo. Alors que pour la FPLP, l'OLP représente la principale plateforme de mobilisation politique pour les Palestiniens. Il représente un certain ensemble de principes. Je mentionnais la défense de l'action politique autonome palestinienne. Et donc, ça, évidemment, représente une division et une différence qui ne peut pas être dépassée par les deux mouvements. Donc, chaque fois qu'il y a des tentatives de création d'alliances, ces alliances sont de nature tactique, car on ne peut pas arriver à une solution où le Hamas puisse devenir partie du LP en acceptant de partager le rôle d'hégémon avec le reste du mouvement national palestinien et notamment avec le Fatah. D'accord. Un autre thème que je voudrais qu'on aborde aussi brièvement, c'est celui de la lutte armée, et en particulier de l'évolution de la position du FPLP vis-à-vis de cette question de la lutte armée, notamment durant la militarisation de la deuxième intifada au début des années 2000. Alors, tout d'abord, il faut rappeler le rôle politique de la lutte armée dans le contexte palestinien. La lutte armée représente la source de légitimité par toute faction politique palestinienne. Et ça, c'était le cas aussi pour l'FPLP. Si l'FPLP a été capable de retenir un certain degré d'influence et des soutiens politiques, c'est car il a été capable de quand même maintenir sa branche armée.
Mais dans l'évolution militaire du FPLP, on peut voir comment le FPLP a été influencé par les forces hégémoniques dans le contexte palestinien. En fait, tous les mouvements armés palestiniens sont passés, après la phase révolutionnaire où il y avait vraiment une phase de guerre asymétrique, l'adoption de la guerre de guérilla à la fin des années 60. Après le déplacement au Liban, ils vont commencer un processus de régularisation de de leur branche armée, grâce aussi au soutien économique qu'ils vont recevoir au Liban. Et ça, c'est quelque chose qui aussi concerne le FPLP. Et ça, c'est vrai aussi après le déplacement à l'intérieur des territoires occupés et après le début de la deuxième intifada, où le FPLP va en fait émuler les stratégies qui sont adoptées par les mouvements hégémoniques dans ce contexte, et notamment les stratégies qui sont introduites par le Hamas. C'est pour ça que le FPLP, dans le contexte de la deuxième intifada, va lancer des attaques suicides. Quelque chose qui, en fait, c'était accueilli avec un peu de choc par les souteneurs du FPLP. Mais cette décision a été prise suite à la popularité que les actions du Hamas ont rencontrées chez les Palestiniens pendant la deuxième intifada. Bien évidemment, aujourd'hui, le FPLP a dénoncé ce type d'action politique comme une erreur, quelque chose qui souligne encore davantage comment le FPLP a été influencé, a été joué et a été actif politiquement et militairement sur un camp qui était défini par d'autres acteurs politiques. Bien. Une dernière question concernant votre livre, c'est que vous avez un chapitre, enfin, un dernier chapitre du livre, où vous comparez la trajectoire du FPLP à celle de deux autres mouvements de gauche dans la région du Moyen-Orient, qui sont le Parti communiste égyptien durant la période nassérienne et le Parti des travailleurs du Kurdistan, donc le PKK aujourd'hui. Quels enseignements tirez-vous de cette comparaison? Tout d'abord, je dois dire que cette comparaison a été très utile pour renforcer les points que j'ai soutenus dans mon livre. Et pour démontrer que les concepts que j'ai développés peuvent être utilisés dans d'autres contextes. Et donc, rendre mon livre, mon étude intéressant aussi pour ceux qui ne sont pas strictement intéressés au mouvement national palestinien, et aussi pour ceux qui sont intéressés dans la question traditionnelle de rapport entre nationalisme et marxisme. Cette comparaison m'a permis de démontrer qu'une faction politique, pour retenir son influence politique, doit toujours formuler sa propre plateforme politique, des propositions politiques indépendantes. Dans le cas du mouvement communiste égyptien, par exemple, ça n'a pas été le cas, car les communistes égyptiens, à l'époque, donc dans les années 40, 50 et 60, ont donné priorité à la lutte nationale, à la lutte anticoloniale, mais n'ont pas été capables de la décliner dans un contexte marxiste. Et donc ça les a exposés à un camp politique qui était dominé par la force hégémonique de l'époque, donc le nasserisme, qui a en fait exploité la contribution intellectuelle des communistes égyptiens pour renforcer son pouvoir, quand ça c'était le cas, par exemple après la fin de l'expérience de la République arabe unie, alors que le régime égyptien a décidé de poursuivre la voie du socialisme arabe, mais régime nasseriste qui a toujours réprimé les communistes alors qu'ils représentaient une menace pour la stabilité politique antérieure. Le cas du PKK, c'est bien évidemment intéressant pour démontrer le contraire, pour démontrer qu'un mouvement qui est né comme mouvement de libération nationale marxiste-léniniste peut s'évoluer et changer
en faisant face aux défis soit spécifiques, soit globaux. Donc, comme par exemple l'arrestation de Abdallah Öcalan en 1999 ou la fin du socialisme réel dans la même décennie, au début de la décennie. En fait, le PKK, au contraire du communiste égyptien et du FPLP, a été capable de retenir sa capacité de proposition contre-hégémonique face soit à ses adversaires traditionnels comme la Turquie, soit face à ses compétiteurs kurdes, comme le mouvement national kurde en Irak, qui était une tendance plus traditionnelle, conservatrice. Et il a démontré que c'est possible de pratiquer une lutte de libération nationale qui ne soit pas nécessairement liée à l'idée d'État. Donc, la transformation envers un modèle anarchique, moins strictement hiérarchisé, plus horizontal, où l'objectif n'est pas seulement la création d'un État indépendant kurde, mais une révolution sociale qui mise en question le mode de production capitaliste, par exemple, a permis au PKK de retenir cette force radicale et alternative et en même temps d'agir en des contextes très différents. Donc, comme l'objectif, ce n'est pas nécessairement créer un État kurde, mais émanciper, pas seulement les Kurdes, mais en fait, toutes les populations où le PKK est active, le PKK peut participer aux jeux démocratiques en Turquie, et donc aux élections municipales, par exemple, dans le Kurdistan turc, mais en même temps aussi expérimenter une entité politique différente, comme c'était le cas au Rojava. Bien évidemment, il y a beaucoup de contradictions dans l'implémentation de ce type de modèle, mais la chose la plus importante, c'est cette capacité de créer une alternative politique crédible autour de laquelle continuer à gagner du soutien politique chez les masses kurdes en ce cas, mais aussi chez l'opinion publique internationale, comme on l'a vu en Europe et aux États-Unis dans ces dernières années. Bien, merci Saverio. On arrive maintenant à la fin de cet entretien. Alors, nous allons écouter les éventuelles questions de nos auditeurs. Avant ça, je voudrais que vous nous disiez sur quoi portera votre prochain livre, si ce projet existe. Je l'espère. Je ne sais pas si je vais aboutir à un livre, mais à présent, je changeais de sujet de façon assez radicale moi-même, car je m'occupe de l'histoire économique de l'Algérie dans les années 80 jusqu'à nos jours. J'ai travaillé sur la question de la crise de la dette algérienne des années 90 et des rapports que l'Algérie avait avec ses créditeurs. Mais maintenant, à l'Université de Venise, je travaille à un projet sur les rapports de l'Algérie avec la Chine. Donc, j'aimerais que ces recherches puissent aboutir à un projet de livre où j'analyse la perception de modèles de développement dans l'histoire de la région, donc modèle étatique, modèle néolibéral et peut-être ce modèle chinois d'une façon un peu plus large, donc en considérant d'autres pays à côté de l'Algérie comme l'Égypte, l'Arabie saoudite et l'Iran. Mais oui, c'est encore c'est un peu loin. Mais c'est un projet très intéressant. Voilà, maintenant je prends les questions éventuelles de nos auditeurs. Alors je vois que Hugo Darroman non, c'était tout à l'heure peut-être. Je ne sais pas s'il y a. Voilà, n'hésitez pas. Bon, la séance est censée se terminer. Ah, je vois que. Alors cette fois-ci, c'est Myriam Catus. Alors, Myriam, je ne sais pas si tu as accès au micro ou bien si tu dois. Ah, on a deux questions donc. Est-ce que, alors juste, bon, je suis désolé, on essuie un peu les plâtres, hein, c'est la première fois qu'on utilise ce format webinaire. Est-ce que les spectateurs, vous avez la possibilité de parler ou seulement d'écrire
On va prendre la question d'Hugo Daroman, sous quelque forme que ce soit, hein, écrite ou orale, selon les moyens. Donc Hugo, on vous écoute? D'accord, donc apparemment vous ne pouvez qu'écrire. Donc on va prendre d'abord la question d'Hugo Daroman, ensuite celle de Myriam Catus. Ou du moins du premier qui parviendra à m'envoyer sa question. Comme ça, on ne perdra pas de temps. Alors, donc on a une question de Myriam Catus, notre collègue à l'IREMA. La question de Myriam est la suivante. Est-ce que les archives que vous avez utilisées permettent de faire une sociologie du mouvement? C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. On peut peut-être dire un mot, hein, de l'origine sociale des cadres. Ouais. Bon, comme je ne suis pas sociologue, je n'en suis pas sûr. Ce que je sais, c'est que un des atouts de travailler sur le mouvement national palestinien, c'est que les factions politiques ont produit beaucoup de documents. Donc, il y a plein de livres, de magazines officiels, de journaux officiels. Donc, la production culturelle est vraiment importante et chaque parti a cherché à contribuer dans cette compétition pour former, pour créer une culture palestinienne alternative. Donc, ça dépend un peu de quel type de sociologie on veut faire. Si c'est quelque chose qui concerne les conditions sociales où le leader palestinien a opéré, j'en suis pas sûr. Mais si c'est là, c'est un travail qui peut-être est intéressé au développement culturel, à la différence de positions envers certains aspects sociaux qui ont caractérisé le développement du mouvement national palestinien, bien évidemment, on a beaucoup de sources, beaucoup de possibilités, de matériel sur lequel on peut travailler. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Juste pour prolonger, je pense que c'est un aspect qui est évoqué un peu dans le dernier chapitre du livre, notamment quand vous faites un contraste entre l'origine sociale des dirigeants du FPLP ou du Parti communiste égyptien d'ailleurs, et celui du PKK. On est quand même face à des organisations qui, en dépit d'idéologie, enfin, qui appartiennent, hein, à l'extrême gauche, malgré tout, on a des profils sociaux qui sont assez différents. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et alors, je crois que si c'est ça en fait, c'est sur ça qu'on veut travailler, peut-être des instruments plus traditionnels de la sociologie, en fait, peut-être seront plus adéquats. Car pour justifier les différences sociologiques entre les leaders de différents mouvements, il faut regarder les contextes dans lesquels ils ont été actifs. Donc, si les PKK étaient capables de se renouveler et de se détacher du modèle séparatiste, c'est parce qu'il n'est pas né comme un mouvement nationaliste, strictement entendu, mais comme un mouvement qui était parti de la gauche radicale urbaine en Turquie. Donc, l'idée de révolution sociale, c'était bien plus fort que chez les FPLP, qui est né comme un mouvement nationaliste dont les racines sont dans le mouvement nationaliste arabe, qui était tout à fait au début un mouvement nationaliste traditionnel, même de droite, on peut le dire. Donc oui, il faut regarder à l'histoire de leaders et donc c'est pour ça qu'il faut s'approcher à eux de façon physique peut-être pour en comprendre les origines. Voilà. Là, je vous lis une question suivante. J'ai toujours pas reçu celle d'Hugo d'un roman, mais j'en ai une de Stéphanie Latabdala. Ah, pardon, si, celle d'Hugo arrive ensuite. Donc, je commence par la première reçue. J'aimerais en savoir un peu plus sur la position actuelle du FPLP vis-à-vis de la Syrie, et notamment depuis la guerre. Le parti est en fait divisé. Avez-vous pu faire des entretiens afin d'avoir accès à ces tensions stratégiques et idéologiques et à la diversité des positionnements? De même, pouvez-vous en dire plus sur les tensions financières avec l'OLP?
Alors, je vais commencer avec la dernière question, qui c'est peut-être la plus facile, en fait. Bon, les tensions financières avec l'EEP se sont manifestées tout d'abord dans les années 80, quand Arafat a commencé à utiliser son contrôle du Fonds national palestinien pour influencer les orientations des autres mouvements nationaux, des autres factions du mouvement national palestinien. Et par exemple, il avait mis des conditions sur l'utilisation de ce fonds. Ça a été le cas aussi même pendant les années 80, alors que le Fatah contrôlait les financements destinés aux territoires occupés dans un comité qui partageait avec la Jordanie. Et donc, ça a créé des divisions dans les mouvements locaux, dans les branches locales du mouvement national palestinien. Mais le FPLP demeure dépendant du financement de l'OLP, qui en fait se sont réduites de plus en plus, tout d'abord avec la coupure de financement en 1991 suite au soutien palestinien à l'invasion du Koweït de Saddam Hussein. Aujourd'hui, les FPLP, comme je le mentionnais, il semble qu'ils reçoivent en soutien de la part de l'Iran, mais ça, ce n'est pas confirmé et ce n'est évidemment pas très clair. Pour ce qui concerne la position avec la Syrie, ça c'est lié, comme je le disais, soit à la vision politique de ce qui se passe au Moyen-Orient et Afrique du Nord après 2011, soit par de calculs de nécessités concrètes. Donc, vous mentionnez la question de la division à l'intérieur du FPLP. Et ça, c'est bien évidemment le cas, car évidemment, le leader du FPLP qui se trouve à Damas n'a pas trop de possibilités de se détacher de la ligne dictée par le régime de Assad, alors que l'opinion publique dans la Cisjordanie et la bande de Gaza a parfois manifesté sa solidarité avec les protestes syriens. Donc, je crois que cette question demeure quelque peu secondaire pour les FPLP, mais sans aucun doute la position officielle, c'est celle de soutien au régime syrien, car, encore une fois, on attend un renouvellement idéologique qui puisse donner aussi une nouvelle vision des rapports avec les régimes arabes. L'FPLP toujours adopte l'analyse, la vision idéologique qu'il avait adoptée en 1969. Donc, pas d'évolution du tout. Et donc, en attendant ça, on pourra voir se produire des divisions encore de plus en plus, sans que ces divisions puissent être remportées à une situation de synthèse à l'intérieur du FPLP. Bien, alors je vous livre maintenant la question d'Hugo Darroman. Le FPLP a aussi eu une certaine importance avant 1982 par les liens tissés avec des militants, intellectuels, artistes, etc. Qu'en est-il après 1982? Ce type de lien a-t-il été conservé? A-t-il joué en faveur du FPLP ou de ses anciens militants? Y a-t-il eu des reconversions dans la représentation diplomatique palestinienne à l'étranger, par exemple? Bon, ça c'est une question assez qui touche beaucoup de points. C'est vrai que le FPLP avait des liens importants en Europe et aux États-Unis et même en Amérique du Sud. Ces types de liens ont parfois suivi les développements dans ces régions du monde. Donc, par exemple, l'intérêt qu'il y avait en Europe après 1968 et dans les années 70 pour la cause palestinienne a quelque peu diminué pendant les années 80. Et donc, à côté de ça aussi, la capacité des leaders palestiniens de maintenir des liens avec les mouvements locaux, soit culturels, soit politiques. Il faut aussi remarquer que la production culturelle du FPLP a commencé à décliner dans la deuxième partie des années 70 suite à ces processus de bureaucratisation que le parti a vécu au Liban, et aussi car plusieurs des activistes, ces leaders les plus importants du point de vue culturel,
ont abandonné ou ont été en fait tués. C'est le cas de Hassan Kanafani, assassiné par Israël en 1972, peut-être le seul vrai idéologue que la FPLP a jamais eu dans son histoire. Ces liens ont quand même été conservés. C'est le cas, par exemple, des activistes du FPLP, par exemple, en Amérique latine, comme au Venezuela, au Chili, à Cuba. Et ça a aidé les militants du FPLP à se reconvertir dans les mouvements de solidarité au peuple palestinien. La plupart des anciens militants du FPLP n'ont pas rejoint, au moins pour ce que j'ai pu voir, les missions diplomatiques officielles de l'OLP, car cela veut dire bien évidemment accepter certains compromis, mais ils ont rejoint les mouvements de solidarité avec le peuple palestinien. Et donc, cela leur a permis de maintenir un certain activisme politique et une certaine influence dans ces contextes. Parfait. Alors, apparemment, nous n'avons pas de nouvelles questions. Nous avons un petit peu dépassé l'heure prévue, donc je pense qu'on va arrêter ici. Enfin, sauf s'il y a une question de dernière minute, je la prendrai bien sûr. Alors, a priori, ce premier épisode de notre cycle Livre et Mom est maintenant terminé. Alors, je vous rappelle le titre du livre de Saverio Leopardi, The Palestinian Left and its Decline, Loyal Opposition, paru chez Palgrave Macmillan cette année, donc en 2020. Vous pourrez revisionner l'enregistrement vidéo de ce webinaire sur YouTube ou en écouter le podcast audio sur SoundCloud. Il me reste à mentionner que le prochain rendez-vous Livre et Mam aura lieu le mardi 15 décembre de 13h à 14h. Et à cette occasion, nous accueillerons Laure Girgis de l'université danoise d'Aarhus pour un entretien sur son ouvrage The Arab Left, Histories and Legacies, 1950s-1970s, donc les gauches arabes, histoires et héritages des années 1950 aux années 1970, qui est paru en 2020 auprès de l'université d'Édimbourg. Merci beaucoup à Saverio Leopardi pour sa participation à cet entretien. Et merci à nos auditeurs auxquels nous donnons donc rendez-vous le 15 décembre prochain. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.